Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette présentation. C'est une présentation qui s'intitule Quel projet est inclusif pour le développement du port en eau profonde de la ville de Limbé? Voilà. Quel est le projet pour le développement, quel projet inclusif faut-il mettre en place pour le développement du port en eau profonde de Limbé? Voilà. Euh, il s'agit d'une vidéoconférence qui se tient sur ma page. Et pour ceux qui n'auront pas l'occasion de regarder la vidéoconférence en direct, ils pourront la regarder en replay. Elle sera en replay sur le compte YouTube de JMTV+. Bonjour mon frère Pan Goukam. Bonjour cher frère. Donc elle sera en replay sur JMTV+, Jackie Moifo TV+, son compte YouTube, mais également sur le site internet jmtvplus.com. Voilà, ce sont les deux endroits où vous pouvez regarder cette présentation en replay. Et je vous le conseille fortement. Voilà. Un moment, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la vidéoconférence sera en replay sur JMTV+. Voilà. Nous avons choisi de parler aujourd'hui choisi de parler aujourd'hui de... Attendez un moment. Je suis en train d'essayer de... Voilà. La vidéoconférence d'aujourd'hui s'intitule Quel projet inclusif pour le développement du port en eau profonde de Limbé? Comme j'ai dit, elle sera en replay sur la page de Jackie Moifo, jmtvplus.com, mais également sur le compte YouTube JMTV+. Le président, à l'époque, un décret présidentiel au Cameroun, le décret numéro 99/133 du 15 juin 1999, portait organisation du port autonome de Limbé. Ce décret fixait le cadre des activités du port autonome de Limbé. Il s'agissait de la gestion, la promotion et le marketing du port autonome de Limbé. Il s'agissait également de travaux de création et d'aménagement des zones industrielles portuaires dans le port autonome de Limbé. Il s'agissait de la maintenance des infrastructures portuaires dans le port autonome de Limbé. Il s'agissait de la protection de l'environnement portuaire dans le port autonome de Limbé. Voilà, donc c'est important. C'est le contenu du décret du numéro 99/133 du 15 juin 1999 portant organisation du port autonome de Limbé. Ça veut dire que par cet acte réglementaire, parce qu'un décret c'est un acte réglementaire, l'État fixait le cadre de l'exercice ou des activités de l'entité publique dénommée Port autonome de Limbé, donc qui est une entreprise publique ou qui est un établissement public. Port autonome de Limbé. Alors, quand on dit port, parce que tout à l'heure, là, quand j'étais en train de parler du port, c'est que quelqu'un m'a interpellé en me disant qu'est-ce qu'un port? D'abord, précisons que le port autonome de Limbé est un port maritime. Là, pour le coup, ce n'est pas un port sec. C'est un port maritime. C'est un port maritime. Un port, déjà, c'est une infrastructure destinée à accueillir des bateaux. Un port, c'est une infrastructure. Un port, déjà, pas pour les bateaux, parce qu'un port peut être sec, il peut être fluvial. Un port, c'est une infrastructure qui concentre à la fois des opérations d'accounage, il y a différentes opérations sur un port. Dans un port, vous avez l'entreposage des marchandises. Dans un port, vous avez l'accounage.
L'aconnage, ça veut dire l'aconnage. Dans un port, vous avez la manutention, donc la manutention des conteneurs, manutention des marchandises en vrac, etc. Donc déchargement, chargement. Dans un port, vous avez le remorquage du bateau. C'est-à-dire quand les bateaux arrivent en haute mer et pour entrer dans les eaux territoriales, elles se font remorquer par un navire remorqueur. Dans un port, vous avez la consignation. Voilà, consignation de navires, etc. Dans un port, vous avez le stockage des marchandises. Dans un port, vous avez la gestion des terminaux à conteneurs. Dans un port, vous avez les opérations de transit. Transit, ça veut dire accomplir toutes les formalités avec la douane, avec la SGS, avec les phytosanitaires, etc., etc. Dans un port, vous avez les activités industrielles. Dans un port, vous avez l'avitaillement des navires. Donc, vous comprenez que dans un port, vous avez différentes activités qui sont des activités qui concourent à ce qu'on appelle la chaîne logistique. Donc, un port, maintenant, c'est une infrastructure de transport qui est adossé, lui, pour le coup, là, maintenant, qui est adossé à la mer, un port maritime. Un port fluvial, lui, est adossé à un fleuve ou à une rivière. Et un port sec, lui, il est carrément adossé ni à une mer, ni à un fleuve, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de port fluvial, port maritime ou port sec. Je tenais à expliquer cela comme ça. Voilà. Donc, le port de Limbe, lui, quant à lui, est un port maritime, mais il est aussi un port en eau profonde. Pourquoi le port de Limbe est un port en eau profonde? J'ai souvent demandé aux Camerounais de faire un exercice très simple. Pour ceux qui se rendent dans la région du nord-ouest, vous allez de Douala jusqu'à Moutenguene. Arrivé à Moutenguene, vous montez en allant vers Boya. Vous montez jusqu'à vous terminer la côte qui va en allant vers Boya. Quand vous arrivez là, si vous avez la chance d'avoir une paire de jumelles, vous regardez un tout petit peu à l'extrême droite. Vous avez Douala, vous allez bien voir Douala est dans une mangrove. Et au milieu, vous allez voir Tico. Et à l'extrême gauche, vous allez voir Limbe. Je pense que de cette colline-là, on observe très bien les trois. Et vous vous rendez compte que Douala, en fait, est comme dans un marécage, quoi. C'est-à-dire que Douala est Douala est dans un cul-de-sac. C'est dans un marécage avec la mangrove pas loin. C'est un port fluvial qui est adossé sur un fleuve, en fait. Il n'est même pas maritime. Il faut aller jusqu'à la bouée de base ou après la bouée de base pour pouvoir avoir accès direct à la mer. Donc le tirant d'eau est faible. Comme le tirant d'eau est faible, il ne peut pas accueillir de grands navires. Quand on regarde maintenant Tico et Limbe, on s'aperçoit qu'elles sont situées en plein sur la mer. Donc à partir du moment où elles sont situées en plein sur la mer, le tirant d'eau est assez profond. Donc ce sont des ports maritimes parce qu'ils sont situés directement sur la mer. Et on n'a pas besoin de parcourir une longue distance pour aller sur la mer. Elles sont sur la mer. Le tirant d'eau est très lent, elle est très profond, donc ils peuvent accueillir de très grands navires. Maintenant, parlons de l'importance d'un port dans la chaîne logistique ou la chaîne d'approvisionnement des marchandises et le transport multimodal. Comme je l'avais dit dans une présentation précédente, vous avez plusieurs types de transport. Vous avez le transport terrestre, donc le transport par la route, sur la route nationale, la route, l'autoroute, la route non bitumée, même si vous voulez. Vous avez le transport fluvial, donc qui se fait par la navigation fluviale sur un fleuve. Vous avez le transport ferroviaire, donc qui se fait sur le rail, en utilisant le rail. Vous avez le transport aérien. Donc le transport aérien se fait par l'avion, donc vous transportez les marchandises par l'avion. Vous avez le transport maritime. Le transport maritime, c'est un transport qui se fait en utilisant la mer. Et vous avez le transport multimodal. Le transport multimodal, c'est une combinaison de plusieurs modes de transport. Ça veut dire qu'on peut combiner le transport terrestre et aérien. Une marchandise qui est partie de Paris en avion, atterrit à Douala et prend la route pour arriver à Boya. Ça, c'est le transport multimodal, puisqu'on utilise déjà plus d'un mode de transport. Ça fait 2 modes de transport, voilà. Donc, un port est important dans le transport multimodal, parce que
dans le transport multimodal, quand on a un port en eau profonde, par exemple, c'est le cas du port de Limbé, c'est un port qui permet d'aller vite parce que les marchandises arrivent dans ce qu'on a dans les bateaux, dans les grands porte-conteneurs, dont large scale, comme on dit. Ça veut dire qu'on peut transporter une très grande quantité de marchandises dans des porte-conteneurs. Et quand les marchandises arrivent à destination, donc, on les sort et donc on peut les éclater maintenant pour les réexpédier par la route, pour les réexpédier par l'aérien, pour les réexpédier par le chemin de fer. Il en est ainsi, par exemple, d'une importation de maïs en provenance, par exemple, ou de soja en provenance du Brésil, qui pourrait arriver au Cameroun et prendre le chemin de fer pour pouvoir approvisionner une usine basée en Ngaoundéré, par exemple. Donc, vous comprenez que à partir du moment où un port existe, il est la porte d'entrée et de sortie d'un pays. Donc, il a un rôle important à jouer, surtout dans la configuration du transport multimodal. Le port est également important dans ce qu'on appelle la chaîne logistique, le supply chain. Je rappelle ce que c'est que la chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est l'ensemble des activités de fabrication, emballage, transport, stockage, entreposage, dédouanement, livraison chez un client. Voilà. Et dans la chaîne logistique, il y a un facteur qui est clé, c'est ce qu'on appelle le transit time. Ça veut dire que le temps de, une fois que la marchandise est fabriquée, elle est terminée, le temps de transport entre le fournisseur et le client, surtout pour les marchandises importées. Le temps de transport. Donc, dans le cas d'un port, il s'agit d'un transport maritime. Et la raison pour laquelle un port en eau profonde est important, c'est que le port en eau profonde peut accueillir des grands porte-conteneurs. À partir du moment où le port en eau profonde peut accueillir des grands porte-conteneurs, ça veut dire que ces porte-conteneurs-là partent ces porte-conteneurs-là partent du port de destination sans transbordement directement du port de départ, sans transbordement directement vers les ports de destination. Donc, ça permet d'éliminer plusieurs jours. Je vous prends un exemple simple. Quand vous chargez des marchandises au port de Anvers, en Belgique, si vous le mettez sur un porte-conteneur qui part directement de Anvers pour... bon, il ne peut pas entrer à Douala. S'il part directement de Anvers pour le port de Limbé, il va mettre 12 jours en route. S'il part de Anvers et que c'est un petit bateau qui doit arriver à Douala, donc il doit faire plusieurs transbordements en route, donc il va mettre 30 jours. Vous comprenez qu'il y a une différence de 12 jours. 12 jours, c'est beaucoup. Si par exemple l'importateur a décidé d'utiliser une lettre de crédit documentaire de 60 jours pour se financer, 12, 20 jours, en gros, c'est beaucoup. Parce que si le bateau vient directement, vous comprenez que les jours supplémentaires, là, c'est les jours où il a dédouané, stocké sa marchandise et commencé à vendre. Donc, le coût total de l'opération de transport, dédouanement, entreposage, c'est à ce moment 30 jours. Alors que quand il utilise les multiples transbordements, c'est en ce moment de 40-50 jours. Donc, il a une marge de 30 jours pour vendre et commencer à approvisionner son compte. C'est pour ça que je dis que le port en eau profonde est important dans la chaîne logistique. Parce que ce qu'on appelle le transit time, ça veut dire le temps de transport des marchandises, est assez important, voilà, dans la chaîne logistique. Ensuite, parlons de l'importance du port dans la compétitivité d'une économie. Un port est important dans la compétitivité d'une économie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est d'ailleurs pour ça que Zakius Fondindam, lui qui avait bien senti l'affaire, avait bien vu l'affaire, Zakius Fondindam, il avait bien vu que il fallait installer un port à Limbé. Je rappelle que c'est lui qui avait initié ce projet-là. Et les ennemis de Fondindam l'ont jeté en prison en utilisant un motif quelconque. C'était le prétexte pour détourner ce port et aller construire à Kribi. Ayant vu maintenant qu'à Kribi, ça n'est pas au niveau où ils escomptaient, ils essaient maintenant de relancer le projet du port de Limbé. Bon, voilà. Est-ce que, bon, parce que maintenant, apparemment, ce que j'ai lu, là, ils entendent faire de Kribi désormais un simple port de transbordement et non plus un port de, voilà, de marchandises. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, un port est également important dans la compétitivité d'une économie.
N'oublions pas qu'un port, c'est une infrastructure de transport. À partir du moment où on a un port, c'est une infrastructure de transport. Si le port est large et qu'il réduit le transit time, si les délais de passage des marchandises dans ce port sont rapides, c'est-à-dire les opérations administratives, douane, contrôle phytosanitaire, SGS, etc., etc., inspection SGS. Si ces opérations sont rapides, si le coût du passage, le coût de la manutention dans ce port est faible, vous comprenez que quand on calcule à la chaîne, que ce soit le coût de lettre de crédit, que ce soit le coût de transit time, que ce soit le coût de la manutention, le coût de l'entreposage, etc., ça a un impact important sur la compétitivité, donc sur le coût de revient des marchandises, dont la compétitivité. Si c'est par exemple dans le cas d'un port en eau profonde comme celui de Limbe, s'il revient 30% moins cher que Douala, il est clair que les marchandises importées en passant par Limbe, si elles sont vendues à prix égal par les importateurs, le gars qui veut passer par Limbe fera une marge de 30% par rapport à celui qui est passé par Douala. Et partant de là, celui qui est à Limbe pourra faire des promotions, des ristournes ou bien par exemple envisager d'autres opérations commerciales ou marketing. Donc, c'est pour vous démontrer qu'un port est extrêmement important dans la chaîne logistique et dans la compétitivité d'une économie. Le port est l'un des déterminants clés de la compétitivité d'une économie. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. J'essaie de partager cette présentation pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Et apparemment, ils won't let me do it. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, parlons de la dimension stratégique du port de Limbe dans le golfe de Guinée. Parlons de la dimension stratégique du port de Limbe dans le golfe de Guinée. Disons que pour ceux qui connaissent bien, il se joue quelque chose de très important dans le golfe de Guinée en ce moment. Il se joue quelque chose de très important dans le golfe de Guinée. Attendez un instant, donnez-moi un instant que je puisse partager ce direct dans plusieurs Aidez-moi à partager ce direct, s'il vous plaît, dans les groupes, dans nos groupes. Voilà. Comme je disais donc, la dimension stratégique du port de Limbe dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée est la zone maritime qui part de l'Angola jusqu'au Sénégal. Donc, elle s'étend dans tous les pays qui sont dans cette zone maritime-là. Hein, l'Angola, la RDC, l'Angola, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sénégal, etc.
Ces pays-là constituent l'ensemble des pays de ce qu'on appelle le Golfe de Guinée. Et dans le Golfe de Guinée, il y a une offensive de la part de chacun des pays du Golfe de Guinée. Et cette offensive-là tente si vous voulez, l'offensive qui est en cours dans le Golfe de Guinée tente chaque pays a sa stratégie pour se doter de un ou plusieurs ports afin d'optimiser sa chaîne logistique. J'entends par là, vous avez vu vous-même que le Nigeria a déjà un port à Lagos, qui construit un port à Calabar, et est en train de construire un port à Bakassi. La Guinée équatoriale s'est dotée d'un port en eau profonde à Malabo, le Congo s'est doté d'un port en eau profonde à Brazzaville, le Zaïre va construire un port en eau profonde à Matadi, et un deuxième port, je crois, je ne sais où. L'Angola a construit un port en eau profonde à Luanda, la Côte d'Ivoire a le port d'Abidjan, dont elle est en train de faire l'extension. Il y a le port de San Pedro. Le Sénégal va se doter d'un port en eau profonde également. Donc, l'ensemble de ces pays de cette zone-là se dotent de ports en eau profonde parce qu'ils ont très bien compris que pour pouvoir attirer les investissements dans le Golfe de Guinée, il faudra être bien positionné sur la façade maritime. Dans ce contexte, le port de Limbe est un port qui aura une dimension stratégique dans le Golfe de Guinée pour le Cameroun s'il veut pouvoir attirer les investissements. Notamment certains types d'investissements lourds, comme l'investissement, la chimie, la pétrochimie, la cimenterie, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis que le port de Limbe aura une dimension stratégique. Il aura aussi une dimension stratégique parce que quand vous regardez le Nigeria à côté est saturé, même en ayant conçu le port de Bakassi, il sera toujours saturé. Et il est saturé et il a massivement recours au port de Lomé et de Cotonou à côté, qui sont des ports voisins. Or, le Cameroun, jusqu'à présent, a péché par le fait qu'il n'arrivait pas à proposer au Nigeria à côté un grand port que le Nigeria pouvait utiliser pour faire des opérations de transbordement et aller vite. Donc, ne pouvant pas faire de transbordement aller vite, dans le port de Bakassi, le port de Limbe est un port qui va certainement offrir au Nigeria la possibilité de pouvoir utiliser notre côte pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite, les activités, c'est-à-dire que j'aimerais dire une chose. Quand on regarde le décret de 95, comme j'ai cité tout à l'heure, sur lequel qui fonde la création du port autonome de Limbe, ce décret de 95 assigne, ou assign, comme on dit en anglais, au port de Limbe, les principales activités qu'on peut retrouver dans un port et qui font que de ce fait, c'est un port qui a vocation à accueillir les investissements dans le Golfe de Guinée. Il y a les activités d'entreposage, il y a les activités d'acconnage, il y a les activités de manutention, il y a les activités de remorquage de bateaux, il y a les activités de cabotage, il y a les activités de consignation de navires, il y a les activités de stockage de marchandises, d'entreposage de marchandises, de gestion des terminaux à conteneurs, les activités de transit douane, il y a les activités industrielles, il y a les activités d'avitaillement des navires et il y a les activités commerciales. C'est important de le dire. L'ensemble de ces activités-là fait, comme je le dis bien, que le port de Limbe devient un port stratégique. Maintenant, pour que le port de Limbe réussisse, parce que ce que je dis là, c'est que il ne suffit pas de créer un port pour que tout de suite le port soit opérationnel, rentable, économiquement fiable. Il faut préparer la création d'un port. Je dis ça parce qu'une fois qu'on a annoncé la création du port autonome, moi j'ai vu les gens danser comme ça va tomber du ciel. Il faudrait que nous évitons à Limbe les erreurs que nous avons commises à Kribi. Quelles sont les erreurs qui... D'abord, je rappelle que pourquoi le port de Kribi, moi je dis et j'assume encore que le port de Kribi est un échec. Nonobstant tout ce qu'ils disent, je vais vous dire pourquoi que le port de Kribi est un échec. Et ils disent, le port de Kribi, d'abord, il a été mis en service en 2018. Pour un port qui a commandé, on a commencé la construction en 2010 et qui a été achevé presque en... Ça a pris 4 ans, en 2014. Il a fallu attendre 4 ans pour la mise en service. Le port de Kribi fonctionne en sous-capacité.
Rappelez-vous, l'économiste Camerounais Penda Ekoka, lors de son passage dans une interview, a dit que le port autonome de Kribi était en sous-capacité. La raison pour laquelle il était en sous-capacité, pour laquelle il était en sous-capacité, c'était parce que le port autonome de Kribi avait été conçu initialement comme un port minéralier. Donc, il devait permettre l'évacuation du fer de Mbalam, qui devait lui apporter quelque chose comme plusieurs millions de tonnes. Ensuite, il devait aussi permettre l'industrialisation de l'aluminium par Alcan, qui devait investir 5 000 milliards pour construire un barrage et tripler la capacité de transformation d'alumine de la LUCAM et faire que l'usine de la LUCAM fonctionne à l'optimum, ça veut dire à plein de ses capacités à 100%. Donc, il devait sûrement avoir un transfert d'activité vers le Cameroun. Donc, ces deux projets-là devaient permettre au port de Kribi de démarrer en termes de tonnage, en termes de volume de fret manipulé à Kribi, d'être au-delà de ses capacités. Il n'en a rien été, ni le projet de Mbalam, ni le projet d'Alcan n'ont démarré. Du coup, le port de Kribi est en sous-capacité. Parce qu'une fois que j'ai dit ça la dernière fois, on me dit, oh, ils ont versé 60 milliards au trésor. Mais ils ont versé 60 milliards au trésor. Ça, c'est les frais de redevance, de machin. 60 milliards en termes de cash flow pour un port qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la dette et les intérêts cumulent à 800 milliards. 60 milliards de reversés au trésor public. Combien peut servir à rembourser le port? Encore que moi, je n'ai pas vu les quittances. Donc, le port de Kribi est en sous-capacité. Voilà. Il est en sous-capacité, il faut le dire. Le port de Kribi n'atteint pas encore son seuil de rentabilité. Il n'atteint pas encore son seuil de rentabilité. Si jamais les gens qui défendent la thèse du port de Kribi, qu'il atteint son seuil de rentabilité, ça veut dire qu'il arrive à couvrir ses charges fixes et ses charges variables, qui nous sortent les chiffres. Donc, il n'atteint pas son seuil de rentabilité. Il dépend encore du subventionnement de l'État. Le port de Kribi ne dégage pas assez de cash flow pour permettre à ce port de financer de réduire son endettement et de financer la phase 2 du port de Kribi qui est chiffré à 400 milliards. Il ne dégage pas assez de cash flow. Et la raison, il ne dégage pas assez de cash flow. La raison pour laquelle cela arrive, c'est parce qu'on a construit un port avant de commencer à chercher les activités qu'on va mettre à ce port. Aujourd'hui, moi, j'ai encore bien regardé avant de faire ce live sur le site du port de Kribi. Qu'est-ce qu'ils vous annoncent? Oh non, on va faire du transbordement. Est-ce que c'est le transbordement qui permet de faire fonctionner un port? Le transbordement vous apporte des miettes. Le transbordement, c'est un port vit quand il y a des activités industrielles, des activités commerciales, des activités de manutention, des activités d'entreposage, des activités d'accounage, des activités de... C'est ça qui donne de l'argent à un port. Ce n'est pas le transbordement. C'est que les grands bateaux arrivent, transport, mettre sur les petits, ce qui faisait peut-être à Abidjan, et on disait, bon, ici, là, la tonne, ça va être 150 000. Si peut-être Kribi leur concède ça à 80 000, ils vont venir à Kribi. Mais c'est les amateurs qui sont gagnants. Qu'est-ce que Kribi va gagner dans ça? Kribi va rentrer un peu de cash flow. Le projet n'est pas viable. Parce que, comme je le dis, on a construit un port avant de chercher les activités qu'on va adosser à ce port. Donc aujourd'hui, Kribi se cherche. Kribi cherche qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. On va faire les autos. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Bon. On a construit un port et en minimisant la concurrence des pays d'à côté. On a minimisé la concurrence à Guinée équatoriale qui faisait un port à Malabo. On a minimisé la concurrence du Congo qui faisait un port à Brazzaville. On a minimisé la concurrence dans les pays voisins. Et également, l'échec du projet Alcan, je pense que c'est aussi une erreur de la part du gouvernement camerounais de dire on va faire un port en comptant sur les projets à réaliser avec les firmes multinationales. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Quand on fait un port, on s'appuie sur la chaîne logistique des petites et moyennes entreprises, des PME, PMI pour développer un port. Ça n'a pas été le cas à Kribi. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il y a la nécessité pour le port en eau profonde de Limbe de rester sur le schéma qu'avait dessiné Zaccheus von Dindam et de ne surtout pas faire comme Kribi où on a voulu faire un port pour inaugurer, pour faire plaisir aux politiciens et à la population ou aux élites d'une certaine région. Il faut faire un port pour pouvoir booster la chaîne logistique.
pouvoir booster le supply chain, pour pouvoir booster la compétitivité et pour pouvoir faire démarrer l'activité économique dans une région, en l'occurrence le Grand Ouest. Parce que le port de Limbe va devoir faire face à la concurrence du port de Calabar au Nigeria, qui est très à côté, qui a 1 heure de navigation, le port de Calabar au Nigeria. Il va devoir faire face à la concurrence du port de Malabo, qui a 1 heure, 45 minutes même de navigation fluviale. Il va devoir faire face à la concurrence du port de Bakassi, qui va être à 30 minutes de navigation, et même moins. Ça veut dire que du Door-to-Door, c'est juste à côté. Et le port de Bakassi aura une capacité qui sera 4 à 5 fois celle de Limbe. Donc, il va falloir, dans ce cas, pour être compétitif, que nous puissions exploiter à fond les atouts du port en eau profonde de Limbe. Je le redis encore, le port en eau profonde de Limbe. À partir du moment où il va faire face à la concurrence de Calabar, il va faire face à la concurrence de Malabo, direct, frontal, parce qu'ils vont dans un périmètre de 1 heure et moins. Il va falloir donc que ce port, on voit ça en Asie, hein, c'est que vous avez les ports de Singapour, vous avez les ports de Malaisie, etc. C'est les ports qui se tiennent. La Malaisie, le port de Malaisie s'est effondré parce que le port de Singapour a développé une compétitivité qui était plus forte. En termes de management, une grosse agressivité. Singapour capte l'essentiel de l'activité quand la Malaisie bave. La Malaisie bave. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir que nous jouons à fond les atouts qui puissent permettre au port de Limbe d'être un port, voilà, d'être un port économiquement viable. Quels sont les prérequis, comme on dit en anglais, les prérequis? Les anglo-saxons disent prérequis. Les anglo-saxons disent prérequis. Quels sont les prérequis? Ça veut dire quels sont les préalables à la construction de ce port. C'est important. Bonjour Marco Léon. Donc, quels sont les prérequis qui peuvent nous permettre de pouvoir lancer le port, les préalables à la construction de ce port? D'abord, n'oublions pas que lorsqu'on avait parlé précédemment du port de Limbe, ce qui est important à savoir, c'est que quand on parlait précédemment du port de Limbe, on s'appuyait sur le yard pétrolier qu'avait mis en place Jacques Fondindam. Fondindam avait mis en place le yard pétrolier de Limbe. Voilà. C'était l'ensemble des activités que devait développer le chantier naval du Cameroun en termes de construction navale, ça veut dire construction des bateaux, réparation des bateaux, construction des plateformes pétrolières et réparation des plateformes pétrolières. Il y avait 4 activités. La construction navale, c'est-à-dire que les bateaux, construction des plateformes pétrolières et la maintenance navale, la réparation et la maintenance des plateformes navales ainsi que des bateaux. C'est une grosse activité qui devait générer près de 12 000 emplois, qui devait permettre, et qui est une activité industrielle, hein, comme on voit par exemple dans le, je ne sais pas, ceux qui ont déjà été en France, s'ils sont allés visiter la ville de Saint-Nazaire, la ville de Saint-Nazaire a un port. Et sur ce port-là, il y a les chantiers navals de Saint-Nazaire. Le chantier naval de Saint-Nazaire, le port de Saint-Nazaire ne fait que de la construction navale. Tout ce qu'on transporte pour amener et pour partir n'a qu'une seule finalité, c'est la construction des navires à Saint-Nazaire. Voilà. Donc, Saint-Nazaire n'est pas là pour savoir si on importe ou on exporte le maïs, le blé, le houblon, les conteneurs, les marchandises conteneurisées. Ils s'en fichent complètement. Donc, le port en eau profonde de Limbe, initialement, était s'appuyait sur le projet de chantier naval de yard pétrolier de Limbe de Jacques Fondindam. Voilà. Le port de Bakassi, c'est pour le compte du Nigeria, mon cher frère Jean-Jacques Siantouba. Le port de Bakassi, c'est pour le compte du Nigeria. C'est pour ça que je dis que nous avons la concurrence. Parce que le port de Bakassi va être construit
par le Nigeria et il est à moins d'une heure du Cameroun. À moins d'une heure du Cameroun. Je ne sais pas si l'État du Cameroun a au moins pris les dispositions pour pouvoir être actionnaire de ce port. Et le port de Bakassi est à moins d'une heure de celui de Limbe. Il est tout proche. Il est vraiment tout à côté. Ce qui veut dire que si Limbe veut te donner les chances de s'en sortir, la chance pour Limbe de s'en sortir, si Limbe veut avoir une chance de s'en sortir, si le port de Limbe veut avoir une chance de s'en sortir, la chance pour le port de Limbe de s'en sortir, c'est de pouvoir développer, de pouvoir jouer ses atouts à fond. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Il y a des préalables. Le port de Limbe doit prendre des dispositions afin d'asseoir une base industrielle. Et la première chose qui peut permettre au port de Limbe d'asseoir une base industrielle, c'est que l'État relance le chantier naval qui est mort. C'est-à-dire que le chantier naval, nous connaissons tous l'histoire du chantier naval. Un ingénieur d'origine du Nord-Ouest, Zaccheus Fondindam, était rentré au Cameroun, a été recruté par le gouvernement camerounais qui lui a assigné la responsabilité de développer le chantier naval industriel. Il a commencé à développer l'entreprise qui faisait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. L'entreprise a commencé à se développer, à s'étendre. Et lorsque l'entreprise a pris sa vitesse de croisière, et elle avait l'accord de la BAD, je crois la Banque mondiale, pour pouvoir installer le yard pétrolier de Limbe. Donc, commencer à réparer des bateaux, réparer des plateformes et construire également des bateaux et des plateformes. Fondindam, par des gens qui convoitaient le poste, a été débarqué et eux n'ont pas compris que c'était une gestion très complexe. On a nommé un monsieur qui s'appelle Bikoro Allo et le chantier naval foutu tout est parti en vrille, quoi. Ça n'existe presque plus. C'est complètement foutu. Les employés qui étaient les meilleurs soudeurs là sont allés chercher fortune ailleurs, dans les pays voisins, comme le Nigeria, l'Angola, etc., sur les chantiers de pipeline, etc. Donc, il y a la nécessité de réhabiliter d'abord le chantier naval, parce que si on ne réhabilite pas le chantier naval au niveau où il était, quitte même à libérer Fondindam, et libérer Fondindam et le donner un poste de responsabilité, de le réhabiliter à son poste de responsabilité, pour qu'il puisse relancer l'entreprise. Il n'y a pas de honte à ça. Relancer l'entreprise, parce que la relance de l'entreprise permet de développer une activité commerce, une activité industrielle. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Zaccheus Fondindam avait lancé le chantier naval et le fait que le chantier naval soit à l'arrêt, ça a retiré au port de Limbe la base industrielle qu'il lui fallait pour qu'elle puisse se développer. Donc, il y a la nécessité de relancer cette base industrielle-là. Parce que c'est cette base industrielle qui va lui apporter le fret en termes de manutention du matériel, en termes de manutention bref, de beaucoup de choses. Deuxièmement, nous devons créer dans ce port une zone industrielle destinée aux industries lourdes. Nous devons créer dans le port de Limbe une zone industrielle destinée aux industries lourdes. Nous devons créer dans le port de Limbe une zone industrielle destinée aux industries lourdes. C'est important. Ça veut dire que, d'abord, le décret qui institue le port de Limbe parle d'une zone industrielle. La zone industrielle doit être concentrée sur les industries lourdes. Parce que qui dit industrie lourde dit également de gros tonnage. Ça veut dire des cimenteries dans un port comme celui-là. Ça veut dire des fonderies dans un port comme celui-là. Ça veut dire par exemple les engrais chimiques dans un port comme celui-là. Ça veut dire l'assemblage automobile dans un port comme celui-là. Tant que vous n'avez pas ces activités logées dans un port, vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir de gros tonnage. Et ce sont des activités qui doivent être adossées à un port parce que ce sont des activités qui génèrent des importations de vrac. Par exemple, quand c'est le ciment, on importe massivement du clinker. Par exemple, quand c'est des minoteries, on importe des bateaux de maïs ou bien de blé ou bien de mal. Par exemple, quand c'est des fabrications d'aliments de bétail, on importe des bateaux de soja. Par exemple, quand c'est des engrais, on importe des bateaux de produits chimiques. Par exemple, quand c'est l'assemblage automobile, on importe des bateaux de composants pour l'assemblage automobile. Donc, c'est important d'avoir sur le port de Limbe une grosse activité d'industrie lourde. Par exemple, quand c'est la fonderie, on importe la fonderie d'aluminium, fonderie de fer,
on importe énormément de matières premières. Donc, si le port de Limbe n'est pas capable d'avoir une grande zone industrielle, peut-être de 500 hectares, qui va pouvoir accueillir ce genre d'investissement, parce que quand c'est la matière première door to door, ça veut dire que du port de chargement jusqu'au port là et directement dans l'industrie, ça ne va pas marcher. Ça, il faut bien qu'ils se le mettent en tête. Parce que c'est ça que les Nigérians vont faire à Bakassi. Et à partir du moment où ils vont faire à Bakassi, si les Camerounais ne le font pas à Limbe, tout le business va aller à Bakassi. Et le Cameroun, je dis ça parce que les dirigeants camerounais, à chaque fois qu'ils font des choses, ils ne calculent pas. Ils ne planifient pas. Ils font parce que, bon, la Banque mondiale va donner l'argent. Ils font parce que, bon, oh, c'est la crise. Comme ça, je suis Premier ministre. Si je fais ça, on va parler de moi. L'histoire parlera de moi. Il n'y a pas de faisabilité. Et après, comment vous dire, ouais, la maturation, je ne sais pas tout ce qu'ils appellent la maturation. Moi, j'ai fouillé ce terme-là dans les manuels d'économie. Je n'ai jamais vu le terme maturation. J'ai même googlisé ça, maturation, ça n'existe pas. Donc, s'ils ne mettent pas en place ces préalables-là, le port de Limbe sera un flop, comme le port de Kribi est un flop. C'est important. Ensuite, il faut relancer la zone industrielle de Hombe, qui est située entre Limbe et Mutengene. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la route Limbe-Mutengene, ils savent qu'aux alentours de Limbe, il y a ce qu'on appelle la zone industrielle de Hombe. La zone industrielle de Hombe. Et cette zone industrielle de Hombe, c'est une zone industrielle où il y a assez d'activités en termes là, dans la zone industrielle de Hombe, vous avez assez d'activités. Vous avez assez d'activités dans la zone industrielle de Hombe. Vous avez assez d'activités industrielles dans la zone industrielle de Hombe. Attendez, donnez-moi un moment. Voilà, dans la zone industrielle de Hombe, vous avez une grosse activité qui est une activité, vous devriez avoir une grosse activité dans la zone industrielle de Hombe. Ça n'a pas été le cas. La zone industrielle de Hombe est toujours en friche aujourd'hui. C'est une zone industrielle qui avait été créée par l'État au temps d'Aïdjo. Elle n'a pas été bien exploitée. Aujourd'hui, elle se meurt. Quand vous passez là, les herbes ont poussé. Donc, il y a la nécessité pour l'État de réhabiliter la zone industrielle de Hombe. Le génie militaire peut faire ça. Une zone industrielle, c'est pas grand-chose. Peut faire ça, ça veut dire réaménager l'espace. Et moi, j'ai dit qu'il faut faire au moins 4000 hectares. Parce que sur 4000 hectares, si une PME prend 10 hectares, vous avez la possibilité théorique de loger 400 PME. 400 PME, ça veut dire qu'on va devoir avoir au moins les délocalisations des industries qui sont à Bonabéry, qui n'ont pas assez d'espace, qui étouffent, parce que la population est venue s'entasser là-bas. Il n'y a pas eu de contrôle urbain. Et de pouvoir sortir de Limbe pour pouvoir venir s'installer, de Bonabéry, pour pouvoir venir s'installer à Limbe. D'autres pourront même sortir de Bassa pour venir s'installer à Limbe. Donc ça, c'est important. Donc, il faut aménager la zone industrielle de Hombe, qui est située entre Limbe et Mutengene. Il faut la porter à 4000 hectares. Ça veut dire rappeler le terrain, niveler, tracer les lots, les parcelles, les aménager et construire une centrale thermique à gaz, par exemple. Une centrale thermique qui fonctionne à gaz. Avec une centrale thermique qui fonctionne à gaz, ça permet voilà, de faire démarrer l'activité. Ensuite, la zone industrielle de Hombe aura pour avantage de désengorger Douala, comme j'ai dit. Désengorger Douala, surtout éliminer le goulot d'étranglement. C'est-à-dire, le goulot d'étranglement, ça veut dire que ce qui empêche, c'est-à-dire que ce qui est une obstruction pour les opérateurs économiques. Voyez-vous, quand vous sortez, je connais bien, hein, les entreprises qui font la livraison de conteneurs à Douala n'aiment pas trop aller livrer les conteneurs à Bonabéry. Parce qu'elle peut livrer les conteneurs à Bonabéry à partir de là, il y a l'embouteillage jusqu'à 9h. Il y a l'embouteillage de 6h à 9h. À 9h, l'embouteillage baisse et l'embouteillage reprend aux alentours de 16h. 16h jusqu'à 21h. Donc, ça veut dire que ça les laisse à peu près une plage de 6 heures pour pouvoir traverser le pont sans embouteillage. Autrement dit, quand tu charges un camion au port de Douala pour aller livrer à Bonabéry, ça leur prend une journée. Bon. Dans le contexte où, où on voit arriver le port de Limbe, dans le contexte où les industriels peuvent s'installer à partir de Douala pour s'installer à la zone industrielle de Hombe, ça fait que
Ben, un camion parti du port de Limbe pour la zone industrielle de Hombe, c'est 30 minutes. Il dépose et il repart. Ça veut dire que c'est une opération qui prend 2 heures de temps. 2 heures de temps, si l'entreprise fonctionne, il peut faire 6 livraisons par jour, alors que du port de Douala à Bonabéry, c'est une livraison dans la journée. Au trop 2. Alors, un camion, c'est un équipement de transport qu'on amortit. Donc, il y a nécessité de le faire tourner à l'optimum. Deuxièmement, le temps. Troisièmement, la traversée, les embouteillages, tout cela, ça constitue un goulot d'étranglement pour les entreprises qui sont situées au-delà du port de Douala, sur l'autre rive du fleuve Vori. Donc, en aménageant la zone industrielle de Hombe et en le donnant, en faisant une extension de ses capacités d'accueil et en la rendant opérationnelle, ça va permettre que beaucoup d'industries viennent s'installer là. Et ces industries-là vont donc faire entrer leurs marchandises à partir du port de Douala, de Limbe, et non plus à partir du port de Douala. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai parlé de éliminer un goulot d'étranglement, réhabiliter la compétitivité, parce que les entreprises qui vont désormais aller s'installer à Limbe ou qui vont aller s'installer désormais à Hombe sont des entreprises qui vont pouvoir fonctionner en faisant vraiment du chiffre, quoi. C'est-à-dire que les entreprises qui seront installées à Hombe vont pouvoir vraiment être compétitives parce qu'elles vont avoir un transit time qui est réduit, elles vont avoir le coût de la terre qui est réduit, elles vont avoir la main d'œuvre qui est réduite, elles vont avoir la proximité avec la ville de Limbe, elles vont avoir assez d'espace, bref, elles vont avoir beaucoup d'avantages. Et également l'énergie, parce que si on fait une centrale thermique à gaz, ça va revenir nettement moins cher. Bref, elles vont être plus compétitives que si elles s'installaient à Douala. Le coût de la mobilité urbaine, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est important. Ensuite, le gouvernement camerounais doit mettre en place des chantiers routiers. Je l'ai dit. Le port de Limbe, s'il veut réussir aussi, doit être un grand port régional. Un grand port régional. J'entends par régional, régional pour les régions de Grand Ouest. Ça veut dire le littoral, la région du littoral, la région du sud-ouest, la région du nord-ouest, la région de l'ouest. Ça doit être important. Et éventuellement même la région de la Damawa. Ça doit être très important. Donc, on doit pouvoir passer par là pour pouvoir faire des opérations. Non. Il y a la nécessité pour l'État de ne pas faire les erreurs qu'ils font d'habitude. On va construire une piste et après on dit, oh là là, le trafic est déjà dense, il va falloir indemniser encore les gens qui ont construit en bord. Non. L'État doit pouvoir construire tout de suite une voie express. Ça veut dire 2 voies en montant, 2 voies en descendant, en partant de Limbe jusqu'à Boya et jusqu'à Kumba. C'est important. C'est important de faire une voie express. Parce que s'il y a un port à Limbe, Kumba doit devenir un grand bassin de production industrielle également. Donc, Kumba va devenir une activité, une ville carrefour en mouvement. Parce que Kumba, c'est le carrefour entre la région de l'Ouest, la région du Nord-Ouest, la région du Sud-Ouest et le Nigeria voisin. Ça, c'est important. Il y a la nécessité aussi de faire la Ring Road de Kumba jusqu'à Bamenda pour relier le Nord-Ouest. Parce que la région du Nord-Ouest a vocation à accueillir des industries aussi. La région du Nord-Ouest a ses avantages compétitifs qu'il va falloir développer. Je ne vais pas les citer là parce que c'est un peu un live sur la région du Nord-Ouest. Il va falloir également faire la route Kumba-Fontaine-Chang pour pouvoir ouvrir la région du Sud-Ouest, connecter directement par route bitumée à la région de l'Ouest. L'avantage d'une telle opération, c'est que ça va rendre opérationnel le port de Sanchou, qui sera pas loin. Ça va permettre d'avoir une ouverture sur la région de l'Ouest. Chang, Fongo Tongo a le projet de bauxite. Cette bauxite-là peut éventuellement sortir par Limbe. Mais il y a également la possibilité maintenant pour la région de l'Ouest de passer par le port de Limbe, qui va devenir un port de transit pour pouvoir faire convoyer les marchandises. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le projet doit pouvoir intégrer dans son ADN la possibilité de faire de Limbe la plateforme de transit des marchandises qui sont destinées au Grand Ouest. Ce projet doit faire de Limbe la plateforme de transit des marchandises destinées au Grand Ouest. Ça veut dire les régions du Nord-Ouest, les régions du Sud-Ouest, les régions de l'Ouest et la région du littoral. Voilà. Maintenant, il y a la nécessité aussi, et je le dis là, je l'ai d'abord dit précédemment et je le répète, de construire un port en sec à Sanchou. L'État doit
l'État n'est même pas obligé de construire, mais l'État peut favoriser la construction de ce port sec à Sancho. En favorisant la construction de ce port sec à Sancho, l'État se donne les moyens, n'est-ce pas, avec un port sec à Sancho. Si on venait à avoir un port sec à Sancho, l'État se donne les moyens de pouvoir industrialiser et faire de la région de l'Ouest un centre commercial. Et si la région de l'Ouest utilise le port de Limbe ça c'est dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire, et si elle utilise le port de Limbe comme un port de transbordement, à ce moment-là, ou un port de transit, ça veut dire que les marchandises arrivent et traversent seulement à Limbe, les formalités sont faites à Sancho, à ce moment-là, ça va générer énormément de trafic, c'est-à-dire qu'en termes d'entreposage, en termes de manutention, en termes de transit, parce qu'il y aura quand même des formalités douane D15 qui seront effectuées à Limbe pour que les marchandises partent jusqu'à Sancho avant que les conteneurs soient ouverts là-bas avant qu'ils reviennent. Donc, c'est important de le dire. C'est très important de le dire. C'est important de le dire. Le port de Limbe doit également miser sur la réexportation vers le Nigeria. On voit ça avec le port de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo. 60% des activités du port de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo, 60% des activités dans ces ports-là sont basées sur les marchandises qui transitent par le Bénin ou le Togo pour entrer au Nigeria. Parce que le port de Calabar est saturé. Et même en construisant Bakassi, je dis encore, il sera toujours saturé. Donc, il y a la nécessité pour le port de Kribi, de Limbe, par exemple, d'inclure le port de Calabar dans son actionnariat pour qu'une bonne partie des activités de Calabar soit transférée au port de Limbe, parce que les Nigériens ont des problèmes d'espace. C'est-à-dire qu'au Nigeria, vous pouvez acheter un conteneur, vous arrivez, vous faites la douane en une journée et vous attendez 30 jours pour vous faire livrer. Parce qu'il y a un engorgement pas possible. Et le port de Limbe peut être une clé de désengorgement, exactement comme Cotonou et Lomé sont des ports de désengorgement pour le Nigeria. Donc, c'est extrêmement important de le dire. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Ensuite, nous devons miser sur les avantages compétitifs du Grand Ouest. Ça veut dire que les avantages compétitifs du Grand Ouest, ça veut dire la disponibilité de la terre, la jeunesse de la population, les plantations industrielles, les matières premières minérales, le cuivre, le cobalt, la pouzzane, etc. Parce que vous voyez, le sud-ouest a des grandes plantations industrielles. Les plantations d'acide ici, dans le thé, dans le café, dans l'EVA, dans la banane, dans l'ananas, etc. À l'exploitation forestière, la région de l'Ouest a des grandes plantations de thé, etc., etc. L'élevage. Ça veut dire que ce sont des marchandises qu'on peut exporter. Le café, le cacao, l'EVA, le thé, la banane, etc. Ce sont des marchandises qu'on peut exporter. Or, si ce sont des marchandises qu'on peut exporter, donc, ça veut dire qu'il y a besoin de pouvoir booster la production de ces marchandises-là parce qu'elles vont libérer un grand tonnage pour le port en eau profonde de Limbe. Ensuite, les régions du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest sont connues pour être les champions des régions minéralières au Cameroun, parce qu'elles recèlent du fer, elles recèlent du cuivre, elles recèlent du cobalt, elles recèlent du coltan. Je m'arrête là. On pourrait aussi parler de la pouzzlane, qui est très important pour la production du ciment, par exemple. Et même aussi d'une certaine forme d'argile à l'ouest, qui permet de fabriquer un autre type de ciment qui est utilisé beaucoup en Afrique du Sud. Donc, à partir du moment où on met en valeur ces avantages compétitifs-là, il n'y a pas de raison que ça ne déclenche pas de gros investissements dans l'économie. Et ces investissements-là viennent nourrir le port en eau profonde de Limbe. Voilà, c'est important. Je dis ça pour que les gens qui ont en main le dossier là, parce qu'on leur dit ce qu'il faut faire. On leur suggère ce qu'il faut faire. Quand ils ne feront pas, nous allons les critiquer. Et il faudrait qu'ils arrêtent de dire qu'on les critique parce qu'on serait frustré. Non. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils comprennent très bien qu'il y a la nécessité pour eux de mettre en route un certain nombre de choses.
Maintenant, il y a le capital humain et la compétence de la diaspora. Il va de soi. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait au Nigeria. Le Nigeria a très bien compris cela. Le Nigeria a mis en place, quand ils construisent des ports, ils invitent leur diaspora à venir découvrir. Moi, j'ai vu ça par exemple le port de Bakassi. Le port de Bakassi, le Nigeria est venu ici, là, ils ont organisé à New York, à Chicago, à Los Angeles et à Dallas, 4 villes. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, 4 villes. Ils ont organisé un workshop pour pouvoir vendre le port de Bakassi qui sont en train de construire à leur diaspora. En disant, voilà les opportunités qu'il y aura pour ceux qui veulent faire dans l'industrie, pour ceux qui veulent faire dans le commerce, pour ceux qui veulent faire dans ceci. Voilà, c'est l'endroit où vous allez pouvoir développer votre business, voir des avantages compétitifs. Et vous voyez déjà des Nigériens affûter leurs armes pour pouvoir créer leur société demain et installer ça dans le port de Bakassi au Nigeria. Le port de Limbe doit avoir la même stratégie. C'est-à-dire que si on veut faire un port où on va nommer des fonctionnaires qui vont avoir leur stylo, créer leur site internet, appeler un journaliste et lui donner l'argent pour qu'il crée un organe de presse fantôme où il va remplir avec des bêtises là, ben, ça ne va pas marcher. That's not gonna work. Ça ne va pas marcher. Il y a la nécessité d'avoir une vraie stratégie. C'est à partir de cette stratégie que vous créez votre business model et que vous dessinez votre business plan pour faire marcher ce port-là. Voilà, c'est important. Je le dis également, la diaspora a la disponibilité du capital financier. À partir du moment où elle a la disponibilité du capital financier, elle peut donc investir dans un port. Bon, c'est important de le dire aussi. Elle peut donc investir dans un port. Donc, il y a la possibilité de créer des unités industrielles. Donc, comme j'ai dit, à Ombe, à Kumba, dans le port de Limbe, même dans l'enceinte du portuaire, pour pouvoir soutenir la compétition avec le Nigeria. Voilà. Donc, le Nigeria, vous voyez vous-même comment ils sont en train de faire en ce moment-là pour damer le pied à tous les autres. Les Nigérians, quand ils construisent un port, ils adossent ce port-là à un tissu de PME. Ce port-là est là pour rendre un tissu de PME compétitif. Les PME nigériens qui transforment le manioc, cassava pour faire du pain. Les PME nigériens qui fabriquent les bottes. Les PME nigériens qui sont dans la plasturgie. Les PME nigériens qui sont dans le textile, etc. Or, chez nous, on est allé construire un truc à Kribi, on dit le fer, l'aluminium, les machins, avec les multinationales. Aucune stratégie pour les petites PME locales. Voilà. Donc, il est temps qu'on calibre l'investissement pour en s'appuyant sur les avantages des Camerounais. Après, si une multinationale s'amène, c'est du bonus. Et non pas la multinationale, c'est le bonus et c'est la stratégie. Et les Camerounais, c'est du bonus. Ça ne marche pas. Donc, à Kribi, on a inversé les rôles. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Bon, une fois que j'ai dit ça, je lis quelques commentaires avant de mettre fin à ce live. Bonjour Pat Mboukam, bonjour Chabo Jojo, bonjour Urine Djekwe, bonjour Marco Léon, bonjour Emmanuel Kamoa, bonjour Jean-Jacques Siatouba. Le port de Bakassi, c'est pour le compte du Nigeria ou de 235. Le port de Bakassi, c'est pour le Nigeria, cher frère. Bonjour Herman Kokam. Le port de Bakassi à 45 km de Limbe. Ok, merci. Voilà, bonne information. Herman Kwakam. Qui dit le port de Bakassi à 45 minutes de Limbe. Voilà. Également le port de Malabo, 45 minutes de Limbe. Voilà. Le chantier naval est devenu l'ombre. Hélas, le chantier naval est devenu l'ombre de lui-même. La faute à Paul Biya. Voilà. Qui a trouvé quand même le moyen, ce qu'on ne voit nulle part au monde, d'enlever une porte, d'enlever une fenêtre pour mettre d'enlever une fenêtre pour mettre une porte. Je ne sais pas aussi, je dois dire une porte pour mettre une fenêtre. C'est-à-dire qu'on a enlevé Fondidam qui était très très bon pour mettre quelqu'un qui n'est même pas médiocre, qui est en dessous de médiocre, qui est nul et qui a coulé le chantier naval. Voilà. Anissé Toge, I agree with the project. Oh, thank you. Chabo Jojo dit, et l'environnement, j'espère que la protection des sites est assurée. Y a-t-il un programme de recyclage des déchets car nous devons nous développer mais également protéger nos côtes. Je présume qu'il doit avoir un projet. Hein. Et ils ne peuvent pas construire un projet comme ça sans avoir une étude d'impact environnemental. Chabo Jojo dit, qui dit industrie lourde dit déchets chimiques et toxiques. Alors, il faut des industries de traitement écologique. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir... je sais pas, moi, ici aux États-Unis, la prochaine fois, je vais pouvoir me balader et vous montrer, je sais pas, la prochaine fois, je vais à Miami. Miami a un grand port.
qui donne sur l'Amérique latine. Je vais vous montrer le port de Miami. Vous allez voir qu'il y a de grosses activités industrielles, extractives là-bas, mais il n'y a pas de pollution à Miami. Parce que justement, comme tu dis, il y a des entreprises qui savent faire ce qu'on appelle le traitement, le retraitement des industries. Je crois que la dernière fois, bon, il y a un live disponible sur mon mur. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur mon mur. Essayez de le regarder que j'avais fait, où je vous avais montré comment les unités industrielles produisent je vous avais montré, j'avais montré comment est-ce que par exemple, dans une zone, un centre commercial, on fait le traitement de tous les eaux usées. On l'utilise par exemple pour faire pousser les arbres à côté. Donc, aujourd'hui, les sociétés de management de l'environnement ont un ensemble d'expertise pour faire face aux problèmes de produits chimiques toxiques, etc. Donc, les retraiter avant de les jeter dans la nature. Herman Kokam dit qu'il faut construire des routes terrestres et ferroviaires. Oui, en effet, cher frère. Tchabou Jojo dit qu'il y a nécessité de tenir compte de la préservation des sites naturels touristiques. La mangrove du littoral, les sites des départements du Mungo. Oui, mais ça, c'est dans les études d'impact environnemental qu'on fait ça. L'économie circulaire, oui. Pangokam demande Pangokam demande, ne penses-tu pas que c'est l'occasion de développer le ferroviaire? Oui, Pangokam, c'est l'occasion de développer le ferroviaire. C'est l'occasion de développer le ferroviaire. Je pense aussi comme toi. Je pense aussi comme toi. Je pense que si le port de Limbe était fonctionnel, il faudrait absolument créer une ligne de chemin de fer qui relie Douala à Limbe. L'avantage étant que la ligne de chemin de fer permet de déjà qu'il y a une ligne de chemin de fer qui part de la gare de Douala jusqu'à au moins la gare de Bonabéry. Il suffit de prolonger, ça va être à peu près sur 60 km. Quand on sait qu'un kilomètre de chemin de fer fait à peu près 1 milliard, on peut construire cette ligne de chemin de fer qui permet de relier à la zone industrielle de Hombe et au port de Limbe. Et cette ligne de chemin de fer permet d'exploiter le transport des marchandises. Mais également aussi, comme tu le sais, il y a une ligne de chemin de fer qui va de Douala jusqu'à Mbanga et de Mbanga jusqu'à Kumba. À partir du moment où on met en route le port de Limbe, Kumba est appelé à devenir une zone industrielle, un grand centre d'affaires. Si Kumba est appelé à devenir un grand centre d'affaires, on peut voir émerger une zone industrielle à Kumba parce que Limbe est quand même à proximité du Mont Cameroun. Quand il y a éruption du Char des Dieux, ça fait problème. Donc, on peut voir émerger une zone industrielle à Kumba. Et les marchandises fabriquées à Kumba peuvent redescendre jusqu'à Douala sur le chemin de fer. Donc, comme tu dis, c'est l'occasion de pouvoir faire l'extension du chemin de fer. C'est pour ça que je dis que si les gens veulent faire comme on fait au Cameroun, ça veut dire qu'on emprunte pour construire un port, comme on emprunte pour construire sa maison d'habitation. Là, ça ne va pas marcher. That's going to work. Mais s'ils empruntent en disant, nous allons générer un ensemble d'activités qui permet que le port dégage du cash flow, là, le projet est bon. Le projet va avoir un bon NPV. Donc, à partir de ce moment, le projet devient fiable. Voilà. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions. Herman dit, ça va fragiliser le désengagement rapide du site. Bon, voilà. Donc, mon direct s'achève ici, là. Je rappelle encore ce que j'ai dit. Nous allons faire 3 sessions de direct sur le port autonome nous allons faire 3 sessions de direct sur le port autonome de Kribi. 3 sessions de direct sur le port autonome de port sec de Sanchou. Il y aura 4 présentations. Je crois que la première présentation démarre lundi, la deuxième sera mercredi, la troisième sera vendredi, et la quatrième sera dimanche ou samedi, ou sera dimanche, je crois. Donc la semaine prochaine, nous ferons 4 présentations sur le port sec de Sanchou. Donc on va essayer de balayer ça à la demande des personnes qui nous ont sollicité. On va essayer de balayer ça, on va travailler pour pouvoir faire 4 présentations de 1h30 où vous aurez toutes les clés pour pouvoir comprendre comment va fonctionner, comment peut fonctionner le port de Sanchou. Donc, si ça peut aider les décideurs à prendre les décisions adéquates, ce serait une bonne chose. Voilà. Je remercie ceux qui ont suivi cette présentation-là. Je vous remercie de nous avoir consacré un peu de votre temps pour suivre cette présentation.
Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis, ma foi, on se revoit plus tard. Ciao, ciao. Bye.